Imagine, tu signes un seul bien immobilier. Je te dis pas deux, ni trois, ni quatre, un seul. Et en quelques mois, il te rapporte plus que ton salaire actuel. Alors je sais, dit comme ça peut paraître un peu fou, mais c'est ce que j'ai vécu personnellement et c'est ce que vivent des dizaines d'investisseurs que j'ai accompagnés qui ont utilisé la même stratégie. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie immobilière qui, selon moi, est la plus puissante que je connaisse pour pouvoir remplacer un salaire complet même quand tu démarres de zéro. Je te parle de pouvoir faire une opération qui te permet de remplacer ton salaire d'ici les 12 à 24 mois qui viennent. Je vais te montrer vraiment le chemin le plus court selon moi pour pouvoir justement atteindre ton indépendance financière, atteindre ta liberté financière quand tu démarres dans l'immobilier. Si aujourd'hui tu as une situation professionnelle qui est stable, ben cette stratégie va pouvoir fonctionner pour toi. Mais avant de te partager cette stratégie, j'aimerais te dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui les gens qui se lancent dans l'immobilier, 95% d'entre eux font une erreur que je vois souvent, c'est qu'ils se lancent dans l'immobilier avec beaucoup d'enthousiasme, ils sont super contents, ils cherchent, ils visitent des biens, ils achètent, ils louent. Mais le problème qui se passe, c'est que 10 ans après, ils se retrouvent toujours dépendants de leur salaire, dépendants de leur job. Ils sont toujours coincés dans le métro boulot dodo, ils sont toujours frustrés. La question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi? Je dirais que c'est tout simplement parce qu'ils ont utilisé ou copié la mauvaise stratégie. Et en immobilier, c'est impardonnable. Si tu te lances dans l'immobilier avec la mauvaise stratégie, le problème qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver bloqué, piégé, emprisonné dans une situation. Et c'est exactement l'erreur que j'ai faite moi quand je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai commencé par acheter un studio. Je me suis dit que ça allait me permettre de commencer petit, de me faire la main. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué pour moi d'atteindre mon indépendance financière en continuant dans cette direction-là. Parce qu'une fois que tu as tout payé, que tu as payé les charges, les mensualités du crédit, les impôts, les imprévus, etc., tu te rends compte qu'il te reste quoi? À peine 30, 40, 50, 100 euros grand maximum dans ta poche. Et encore, ça c'est quand tout va bien. Parce qu'il y en a certains, ils achètent des biens immobiliers, ils doivent eux-mêmes mettre de l'argent sur la table pour pouvoir compléter ce que le bien rapporte et ce que ça leur coûte. Et là, c'est vraiment le pire scénario catastrophe qui puisse arriver. Et moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, je me suis posé la question suivante en me disant, mais écoute, combien de temps ça va me prendre si je continue avec cette stratégie-là? Et en faisant le calcul, je me suis dit, mais en fait, j'y suis encore pour 15, 20, 30 ans. Et c'est là que je me suis dit, écoute, tu sais quoi, je vais prendre mon temps et je vais réanalyser les stratégies, les différents leviers pour pouvoir faire la meilleure opération immobilière possible. Je me suis surtout rendu compte que si je devais continuer dans la direction dans laquelle j'étais parti initialement, mais ça allait me prendre des années parce que quand tu génères peut-être 100 euros de cash flow par projet, en fait, tu es obligé de faire 10 projets ou même peut-être 20 projets pour avoir un salaire à peu près correct. 20 projets, qui dit 20 projets, mais dit 20 crédits, 20 travaux, 20 gestion de locataires. Enfin, ça devient un bordel pas possible. Et là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on repart de zéro. Je me suis peut-être trompé de stratégie. On va faire table rase et on va repartir de la base. Et en fait, je sais que quand je te dis ça aujourd'hui, tu peux tenter de penser qu'en fait, l'immobilier, c'est pas le bon levier, c'est pas le bon chemin pour atteindre l'indépendance financière. Non, c'est pas l'immobilier le problème. Le problème, c'est la stratégie. Et si aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'immobilier, que tu es dans la même situation que moi, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un projet immobilier dans lequel tu dois sortir peut-être parfois du cash de ta poche ou à la fin, il te reste peanuts parce qu'en gros, tu as les charges de copro qui sont tombées, tu as les impôts, tu as les imprévus, etc. En fait, je te dirais que c'est pas de ta faute parce que personne ne t'apprend ça à l'école. Personne ne t'apprend à analyser les chiffres. Personne ne t'apprend justement à savoir quel type de projet tu devrais faire pour dégager un maximum de cash flow avec l'immobilier. Ce que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fruit de mon expérience. C'est parce que je suis passé par là qu'aujourd'hui je peux t'en parler. Et moi aussi, je me suis cassé les dents dans mon premier projet immobilier. J'ai dû faire une première opération pour me rendre compte que le chemin classique qu'on nous vend la majorité du temps en nous disant mais commence petit, fais-toi la main, etc. c'est une très mauvaise idée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul, j'ai étudié les différents types de biens, j'ai analysé les chiffres, j'ai regardé ce que faisaient ceux qui gagnent vraiment de l'argent avec l'immobilier et ce que j'ai découvert m'a permis justement de pouvoir quitter mon job grâce à un seul projet immobilier. Et oui, un seul projet immobilier bien pensé peut suffire à remplacer ton salaire et te permettre justement à atteindre ton indépendance financière. Mais pour ça, il faut respecter trois conditions. La première chose, c'est de trouver la bonne ville. La deuxième chose, c'est de trouver de bons biens. Et la troisième chose, c'est d'avoir le meilleur mode de location. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Maintenant, commençons par le choix de la ville. Tu peux avoir le meilleur bien au monde, mais si tu investis dans la mauvaise ville, ce sera quand même une mauvaise opération. Alors oui, je sais, quand tu veux te lancer dans l'investissement, on va souvent te dire, il faut que tu investisses dans une grosse ville. Comme ça, tu vas pouvoir accueillir des touristes ou en tout cas, tu vas pouvoir louer à des jeunes cadres, des personnes qui travaillent, etc. Il y a de l'activité. Oui, c'est des grosses villes qu'il faut viser. On va te parler de villes comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, etc. Mais le problème de ces villes, c'est que tu as souvent des prix qui sont exorbitants. Donc, c'est très difficile pour toi de faire une opération qui est rentable et qui va pouvoir
dégager du cash flow. Donc, ce qui se produit, c'est que tu achètes un bien que tu as payé beaucoup trop cher, tu touches des loyers qui sont en général moyens, mais pas beaucoup plus chers que si tu avais acheté ailleurs. Et en plus de ça, tu peux avoir des limitations, des plafonds de loyer. Donc, ça, c'est un premier problème. À l'inverse, tu vas avoir d'autres personnes qui vont te dire, ben, dans ce cas-là, va en campagne, va dans les petits villages où tu pourras acheter un quartier entier pour une bouchée de pain. Alors, le problème de cette stratégie, c'est que tu auras effectivement une ville dans lequel les prix au mètre carré seront très faibles, ce qui va te permettre d'acheter énormément de superficie. Mais si tu es dans un quartier ou une ville où il n'y a pas grand monde pour pouvoir louer, ben en fait, tu te retrouveras quand même avec une problématique qui sera que tu ne pourras pas trouver de locataires ou trouver de personnes pour pouvoir louer ton bien. Et c'est pour ça que pour moi, cette stratégie n'est pas forcément la meilleure. Et heureusement, il existe une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est d'aller sur des villes émergentes. Pourquoi les villes émergentes? En fait, les villes émergentes, ce sont des villes où tu as une demande locative qui est assez importante, mais où le prix de l'immobilier reste encore abordable parce qu'il n'y a pas encore eu tous les investisseurs qui se sont rués sur cette ville-là ou en tout cas dans cette zone-là. Une fois que tu as identifié ce genre de ville, ça te permet de pouvoir bénéficier en fait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir un prix abordable, mais avec une demande locative qui est suffisamment importante pour te permettre de continuer de louer ton bien. Et c'est justement parce que tout le monde est en train de regarder ailleurs que toi, tu peux faire une vraie différence parce que tu vas te positionner sur un type de bien que la majorité des investisseurs vont ignorer. Maintenant, une fois que tu as trouvé la bonne ville, il faut que tu trouves le bon type de bien. Parce que tu peux investir dans un parking, un appartement, une maison, un local commercial, un terrain ou même un immeuble. Et l'idée, c'est de trouver quels sont les avantages et les inconvénients de tous ces types de biens et voir en fait quel est le meilleur type de bien sur lequel tu devrais te positionner si toi aujourd'hui ton objectif c'est d'atteindre ton indépendance financière. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe au crible les différents types de biens qu'on a vus pour essayer de voir quel est le meilleur type de bien qui sera intéressant pour toi. Mais comme tu l'as compris, si ton objectif est de remplacer rapidement ton salaire, en fait, tous les biens immobiliers ne se valent pas. C'est pour ça que justement, on va essayer de les analyser pour voir les avantages et les inconvénients de chaque type de bien. On va analyser les biens justement avec ces 4 critères, c'est-à-dire le contrôle que tu as sur l'investissement. Le premier C. Deuxième C, c'est la concurrence sur le marché. Le troisième, c'est le cash flow mensuel potentiel que ce bien peut te générer. Et quatrième C, c'est la convertibilité du bien. Par exemple, pour le parking, on voit que le prix d'entrée est assez bas. Il y a une gestion qui est assez simple. Il n'y a pas besoin de grand chose pour pouvoir gérer un parking. Mais à la fin du mois, le problème, c'est que tu vas générer que 40 à 60 euros de loyer. Donc, en termes de contrôle, c'est OK. La concurrence est assez élevé puisque tu vas avoir beaucoup de jeunes investisseurs, en tout cas des investisseurs débutants qui vont s'intéresser à ce type de bien puisque le ticket d'entrée est assez faible. Le cash flow, il est faible tout simplement parce que le revenu lui-même initialement est déjà faible et la convertibilité, elle est quasi nulle puisqu'en gros, à part transformer le parking en place de stationnement ou en garage, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Conclusion, en fait, le parking, ça ne sera pas forcément la meilleure stratégie pour toi si tu veux vivre de ton investissement parce qu'un parking, ça va générer trop peu de revenus pour que tu puisses, toi, atteindre une indépendance financière ou en tout cas une liberté financière avec ça. Maintenant, on va voir le deuxième type de bien, donc c'est l'appartement. Alors, l'appartement, lui, il est très populaire chez les investisseurs débutants. En général, dès que quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier, il va commencer soit à chercher des parkings ou ensuite il va chercher des appartements. Le seul problème de l'appartement, c'est, je dirais, c'est le fait qu'il y a un seul loyer. Donc, les marges de sécurité sont un peu faibles. Si on l'analyse via le 4C, ben, on a un contrôle qui est assez faible parce qu'en général, tu as la copropriété, tu ne peux pas décider de faire ce que tu veux dans ton bien. Le niveau de la concurrence est assez élevé puisque tu vas te retrouver en face des primo-accédants qui veulent acheter pour leur résidence principale, mais également en face des investisseurs qui, eux, cherchent des investissements rentables. Ensuite, tu as au niveau du cash flow, un cash flow qui est faible à modéré et en convertibilité, bon, c'est assez faible. En conclusion, c'est un bien qui se loue, mais qui te laisse peu de levier pour scaler et optimiser ta rentabilité et pouvoir justement en vivre. Le troisième type de bien, c'est le terrain. Je dirais que le terrain, c'est un bon moyen pour toi d'avoir du patrimoine, mais tant que tu n'as rien bâti dessus, tu ne gagnes pas vraiment d'argent. Tu vois, pendant la détention, il n'y a pas vraiment d'enrichissement ou en tout cas, il n'y a pas de génération de cash flow et du coup, tu ne peux pas vraiment te dire que tu vas pouvoir atteindre ton indépendance financière avec ça. En termes de contrôle, c'est assez élevé. En termes de concurrence, je dirais moyenne puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent se positionner sur ce type de bien. En termes de cash flow, ben, là, il y a zéro. Comme je te le disais, s'il n'y a rien qui est construit dessus, ben, tu ne peux pas vraiment dégager du cash. Et en termes de convertibilité, ben, c'est une convertibilité qui est très faible. Donc, en conclusion, je dirais que le terrain, c'est plus une promesse, mais pas vraiment une solution à court terme pour atteindre ton indépendance financière. Ensuite, le quatrième type de bien, on a le local commercial. Je dirais que c'est un très bon potentiel s'il est bien situé, mais je te dirais de faire attention justement à la vacance locative
locative parce que si ton locataire s'en va, ça peut durer très longtemps. Ça peut être parfois assez délicat. C'est pour ça que des fois, tu peux voir des locaux commerciaux qui sont fermés pendant des mois et des mois parce que justement, c'est un type de bien qui est très difficile à louer. Une fois que le locataire est en place, ça va, mais s'il s'en va, c'est compliqué. Donc, en termes de contrôle, c'est assez élevé. Ensuite, concurrence, je dirais que c'est assez faible, même très faible, puisque il n'y a pas grand monde sur ce type de bien. En termes de cash flow, ça peut être très élevé si, bien entendu, il est loué. Et en termes de convertibilité, ben, c'est, je dirais, de faible à modéré. Je te dirais en conclusion que c'est un bon rendement, mais qui est plutôt instable, selon moi, et assez complexe à gérer. Donc, pour un débutant qui veut atteindre son indépendance financière, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur type de bien. Ensuite, on a la maison. Souvent, tu auras des maisons qui sont construites d'une certaine manière, qui fait qu'on peut les exploiter qu'avec une famille. Et dans ce cas de figure, ben, en termes de rentabilité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et en termes de contrôle, ça va être modéré à élevé. Ça dépendra en fait du type de maison, si tu es dans un lotissement, où se situe la maison, si c'est citoyen ou pas. En termes de concurrence, je dirais que c'est concurrence moyenne, parce qu'en fait, tu vas aussi avoir un peu le même cas de figure que les appartements, mais un peu moins, puisque le ticket d'entrée sera peut-être un peu plus élevé ici. En termes de cash flow, ce sera modéré en fonction du mode de location, et la convertibilité, elle sera faible, à part si tu fais des travaux. Bon, la maison peut parfois être intéressant quand tu peux la transformer en immeuble de rapport, tu vois. Mais ça, justement, on en reviendra plus tard. Ensuite, on a le sixième bien qui est l'immeuble de rapport. Alors là, pour moi, c'est l'un des meilleurs types de biens. Je peux te le dire direct parce qu'en gros, dans ce type de bien, tu as le contrôle total de ton projet. Toi qui maîtrises les charges, l'entretien, le loyer, tu peux vraiment décider de la stratégie que tu veux mettre en place sur ton immeuble. En fait, selon moi, c'est vraiment le meilleur type de bien parce qu'en fait, en termes de contrôle très élevé, parce que tu es le seul maître à bord, il n'y a personne qui peut t'imposer de faire des travaux de ravalement de façade. En termes de concurrence, c'est très faible puisqu'il y a peu d'investisseurs qui osent se lancer dans ce genre de projet. Ils se disent oh là là, c'est trop compliqué, et pourtant c'est assez simple, mais c'est juste que ça peut faire peur. Et en termes de cash flow, c'est très 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 élevé puisqu'en général, ce genre de bien, tu achètes ton mètre carré au prix de gros, ce qui va te permettre de pouvoir justement faire une bonne opération à l'achat. Et comme tu as fait une bonne opération à l'achat, donc du coup quand tu vas pouvoir louer ton bien, ben, tu vas pouvoir vraiment dégager un gros delta entre tes mensualités et les loyers que tu vas pouvoir dégager. En termes de convertibilité, ben, je dirais que c'est maximal parce que là, tu peux vraiment mixer tous les modes de location si tu veux. Tu peux faire un logement en location standard, un des appartements en location en colocation, un autre en location courte durée. C'est vraiment, selon moi, le seul bien qui peut te permettre de moduler en fait ta rentabilité. Si tu veux tout diviser pour pouvoir justement maximiser la rentabilité, tu peux. Si tu veux faire de la courte durée dedans, tu peux. En fait, tu as vraiment le contrôle total sur ton projet. Donc, selon moi, c'est aujourd'hui l'immeuble de rapport est clairement le meilleur type de bien pour celui qui cherche à atteindre son indépendance financière ou en tout cas à remplacer son salaire rapidement. Parce que quand tu vas acheter un immeuble et tu auras 4, 5, 6 appartements dedans, ben, tu peux facilement te dégager un revenu correct, contrairement à un parking ou un petit appartement. Donc pour récapituler, le meilleur type de bien aujourd'hui pour atteindre ton indépendance financière, c'est les immeubles de rapport parce que tu choisis tout ce que tu veux, tu as vraiment le contrôle total, tu peux choisir d'optimiser les loyers en fonction du mode de location que tu vas mettre, tu vas pouvoir gérer les travaux, tu peux faire du meublé, tu peux optimiser, tu peux faire de la location courte durée, de la colocation, tu peux vraiment tout optimiser. Donc c'est clairement le meilleur type de bien pour générer un maximum de cash flow avec l'immobilier. Et surtout, le gros avantage que je vois dans le fait d'investir dans un immeuble de rapport, c'est que tu n'as pas de copropriété. Donc en fait, le vrai avantage aujourd'hui de l'immeuble de rapport, c'est clairement de ne pas avoir de copropriété, de ne pas être bloqué par des décisions collectives qui peuvent vraiment te mettre des bâtons dans les roues, surtout quand tu es jeune investisseur. Maintenant, même avec le bon bien, tu peux quand même tout gâcher si tu choisis le mauvais mode d'exploitation. On va maintenant comparer ensemble les 4 grandes stratégies d'exploitation. Donc, tu as la location nue, la location meublée classique, la colocation et la location courte durée. Et comme pour les types de biens, on va aller justement évaluer ces modes de location avec selon ce qui t'intéresse vraiment, c'est-à-dire le cash flow qui sera généré, le potentiel d'optimisation, le niveau d'implication, c'est-à-dire quel boulot ça va te demander, et aussi la fiscalité, parce que ce qui est important, c'est vraiment ce qui va te rester dans la poche. Donc, pour la location nue, en fait, je te dirais que c'est la stratégie la plus ancienne, c'est la plus classique en général qu'on va retrouver. En gros, tu signes un bail de 3 ans avec un locataire, le locataire il est là, il n'y a pas de stress, c'est tranquille, ça c'est très simple.
Le problème, je dirais, de ce mode de location, c'est que tu gagnes très peu. La fiscalité est assez lourde, en tout cas pas à l'avantage de ce type d'investisseur. Les loyers sont souvent encadrés en fonction de la ville dans laquelle tu vas investir et tu n'as quasiment aucune flexibilité. Donc en termes de cash flow, on est assez faible. Optimisation, ben, je dirais quasiment nulle. En termes de gestion, c'est assez facile puisque une fois que tu as mis le locataire, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. La fiscalité, quant à elle, bon, ben, elle est un peu lourde. En conclusion, je dirais que c'est assez stable pour celui qui n'a pas envie de se prendre la tête. C'est vrai que c'est le mode de location favori, mais le problème, c'est qu'en termes de rentabilité, c'est pas tip top et je dirais même que c'est peut-être le moyen le plus lent d'atteindre ton indépendance financière. Ensuite, tu as le meublé classique. Bon, je dirais que c'est légèrement mieux. Là, le meublé te permet justement d'avoir des loyers un petit peu plus élevés. Et surtout, si tu as un régime fiscal intéressant, type LMNP, à ce moment-là, tu pourras justement avoir une meilleure rentabilité sur ton projet. Donc, en termes de cash flow, je dirais que c'est de faible à modéré. L'optimisation, ben, faible à moyenne. Gestion, ben, c'est plus ou moins facile puisque c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire une fois que tu as mis tous les éléments en place pour ton locataire, bon, ben, ça va. En termes de fiscalité, c'est assez avantageux. Donc, je dirais que c'est une bonne base, mais ça reste en gros trop lent pour pouvoir vraiment changer la donne, pour te permettre justement d'atteindre ton indépendance financière. Ensuite, la colocation. Là, je dirais que tu commences à entrer dans une logique de division intelligente du bien. Plusieurs loyers dans un seul même logement. Donc là, tu as un bien meilleur rendement. En termes de cash flow, on dirait que ça reste correct, ça reste bon. Optimisation assez élevée. Gestion, je dirais que c'est quand même plus complexe puisque là, tu auras un peu plus de turnover. La probabilité que tu aies des gens qui partent, etc., est plus importante. Mais tu te rattrapes quand même aussi avec la fiscalité puisqu'elle sera assez correcte. Donc, je dirais qu'en conclusion, la colocation est assez rentable mais demande une logistique qui est quand même un peu plus solide. Donc, si tu veux scaler, c'est peut-être un peu plus contraignant. Ensuite, on a la location courte durée. Donc là, on parle d'un autre niveau, hein, parce qu'avec, je dirais, 4, 5, 6 nuitées de louer, tu génères quasiment l'équivalent d'une location nue. Donc, en termes de cash flow, c'est le must, c'est le meilleur type de location que tu peux faire. Donc, en termes de cash flow, c'est très, très élevé. Optimisation, ben, c'est maximal puisque là, tu peux vraiment maximiser la rentabilité, soit en augmentant tes prix, en baissant tes prix, en faisant varier tes prix en fonction du remplissage de ton calendrier. En termes de gestion, je dirais que ça peut être très chronophage si tu n'as pas mis d'automatisation en place, mais j'estime que si ton objectif c'est d'atteindre ton indépendance financière, ben, tu mettras les outils qui sont nécessaires. Donc avec l'automatisation, ça devrait aller. Fiscalité, ben, c'est excellent, hein, c'est toujours du LMNP. On a encore la chance d'avoir cette niche fiscale. Donc ça reste intéressant. Donc c'est clairement le mode de location, selon moi, qui est le plus rentable aujourd'hui pour un investisseur qui a en tout cas l'objectif d'atteindre son indépendance financière avec l'immobilier. Moi, je te dirais, aujourd'hui, si tu combines les meilleurs des trois mondes, c'est-à-dire que tu investis dans une ville émergente, que tu achètes un immeuble de rapport et que tu l'exploites en location courte durée, ben là, je dirais que bon, tu passes dans une autre ligue et c'est vraiment ce qui va te permettre de dégager un maximum de cash flow. Parce que en faisant ce genre d'opération, quand tu multiplies, du moins tu essaies de viser ces trois leviers-là, ben en fait, tu vas pouvoir dégager du 1000, 2000, plus de 3000 euros de cash flow chaque mois avec un seul investissement immobilier. Ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est ce que j'ai vécu personnellement, mais c'est ce que vivent aussi les personnes que j'ai accompagnées qui se sont lancées dans l'investissement immobilier en achetant des immeubles de rapport dans des villes émergentes avec la location courte durée. Aujourd'hui, ben, certains d'entre eux ont pu quitter leur job grâce à ces stratégies. Mais attention, il y a quand même des erreurs que tu pourrais commettre qui pourraient faire tout capoter. En fait, le problème qui va se passer quand tu vas te lancer dans l'investissement, dans ce genre de projet, tu risques de te retrouver en face peut-être d'artisans qui vont te dire, qui vont te mettre un plan, ou tu vas te retrouver en face d'agents immobiliers qui vont te saper le moral, ou des courtiers qui vont te dire mais non, ton truc là c'est pas possible. Et en fait tu risques de te retrouver un peu déboussolé, un peu démoralisé et en fait finalement terminer par abandonner le projet. Donc justement c'est pour ça qu'il est important pour toi, je dirais, d'avoir un entourage, essayer de trouver une communauté de personnes qui font ce que tu veux faire, de trouver des gens qui sont dans la même dynamique que toi pour ne pas te retrouver seul, mais être surtout dans un environnement qui te permettra de te booster, de te motiver quand tu auras des petits coups de mou. Parce que c'est un projet qui n'est pas simple, je dirais. Il y a quand même des petites contraintes, mais une fois que tu as le bon entourage pour pouvoir justement te dépasser, ben, il y a tout qui roule. Et c'est justement pour ça que moi, j'ai créé la communauté des sprinters. Comme ça, chacun
peut apprendre et bénéficier de l'expérience de tout un chacun. Et comme ça fait en sorte que tout le monde avance dans la même direction. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est la meilleure chose que tu pourrais faire, c'est pas essayer d'avancer tout seul ou en tout cas de ne pas rester dans un environnement toxique avec des gens qui vont essayer de te tirer vers le bas, mais vraiment d'aller dans un environnement de personnes qui vont dans la même direction que toi ou en tout cas qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir pour que toi tu puisses aller dans cette direction. D'ailleurs, si ça t'intéresse de rejoindre la communauté des sprinters, ben, tu cliques dans le lien qui est dans la description, on s'appellera, on fera un point ensemble pour voir comment je peux t'aider. Et d'ici là, j'invite à regarder cette vidéo qui est juste ici.